Donc, dans un premier, je me présente, c'est Mamadou Biran Mbouch. Je suis le président de l'association Sénégal Supply Chain. Je suis consultant formateur en logistique, transport et management des projets. Je dirige le cabinet Expert Logistique International et la société West Africa. D'accord? Donc, nous sommes en train aujourd'hui donc de débattre d'un sujet qui est quand même intéressant, comme je disais tout à l'heure, et pour lequel nous avons des panélistes quand même que nous avons choisis et qui se trouvent être des professionnels du domaine. Donc, comme vous l'avez vu dans nos différentes invitations, euh, le sujet sur lequel nous allons débattre, c'est quelle stratégie logistique pour le développement de l'agriculture au Sénégal, qui est un sujet d'actualité parce que vous savez bien que tous nos gouvernants qui sont passés par là ont longtemps théorisé l'autosuffisance alimentaire. Ils ont longtemps parlé de la problématique de la maîtrise de la production et tant d'autres questions qui nous permettront, nous, en tant que professionnels de la logistique et des spécialistes dans le domaine agroalimentaire, d'en discuter. À l'entame de mes propos, je ne manquerai pas de remercier en tout cas tous ceux qui se sont connectés pour prendre part à ces discussions. Je vois Hassan Daou, je ne vais pas citer tout le monde, je vois Mamoudou Diallo. Ce sont nos doyens, en tout cas, qui sont aujourd'hui en ligne. Et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans ce panel. Et nous comptons en tout cas sur vous pour les contributions qui seront faites. Donc, ce panel verra la participation de plusieurs professionnels. Normalement, il y a M. Boumigué qui est actuellement en voyage. Certainement, il aura des problèmes de connexion. Il avait très tôt signalé, mais ce n'est pas grave. Nous allons entamer. Dès qu'il aura la possibilité d'entrer dans le panel, il va nous rejoindre. Boumigué, c'est un expert consultant international dans le domaine du supply chain, ou bien de la supply chain management. Il est actuellement au niveau de la SOGOA en tant que directeur supply chain, avec une longue expérience dans ce domaine-là. C'est lui d'ailleurs qui dirige le comité scientifique de Sénégal Supply Chain. Et dès qu'il aura, comme j'ai dit, la possibilité de nous rejoindre dans le panel, il va le faire sans tarder, certainement. Nous avons aussi une invitation adressée au ministère du Commerce, particulièrement le ministère du Commerce intérieur. Et pour cela, nous avons identifié une compétence reconnue au niveau national et international, car étant la personne indiquée qui aujourd'hui négocie même pour le compte du Sénégal pour la problématique des importations, qui aujourd'hui a une longue expérience dans l'évaluation du potentiel de production au niveau local. Et comme j'ai dit, qui joue un peu le link entre le Sénégal et tous les pays exportateurs vers le Sénégal en termes de production agricole. Je citerai le cas de l'oignon qui souvent fait l'actualité. Donc, c'est la personne indiquée qui aujourd'hui, qui est le technicien terrain et qui s'appelle Monsieur Babacar Semben, qui aura aussi l'occasion de prendre part à cette rencontre qui est actuellement en ligne. Babacar Semben, il est commissaire aux comptes, enquête économique du ministère de l'Industrie et du Commerce. D'accord. Monsieur Semben, nous le remercions vivement parce que je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Souvent, il est même sur le terrain. Mais n'empêche, nous avons tout fait pour qu'il puisse prendre à la rencontre. Et je pense que Monsieur Semben, en tout cas, il a réussi en tout cas à dégager de son temps pour prendre part à ce panel. Nous avons aussi un autre professionnel des agroalimentaires qui est dans le secteur privé et qui a aussi longtemps évolué dans tout ce qui est conditionnement, production agricole, exportation, qui est un logisticien de terrain qui maîtrise bien cette chaîne d'approvisionnement d'amont en aval, qui s'appelle Monsieur Apollinaire Agossou.
Monsieur Apollinaire Agossou aussi, nous sommes honorés de le recevoir chez nous. Il fait partie des membres du comité, n'est-ce pas, des membres du comité de direction qui aujourd'hui gère, comment dirais-je, l'association Sénégal Supply Chain. Monsieur Apollinaire peut-être va compléter lui aussi sa présentation, ça nous fera plaisir, pour donner lui aussi son point de vue en tant qu'acteur. Donc, je laisse la parole aux différents participants dans un premier temps, s'ils peuvent déjà présenter leurs salutations et dire quelques mots s'ils veulent de présentation pour qu'on puisse démarrer et entrer en plein dans le sujet. Bon, je commence par mon ami, mon frère, M. Apollinaire Agossou. Si M. Apollinaire Agossou peut prendre l'antenne et parler rapidement à notre cher public. Monsieur Apollinaire, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Prési. Donc, c'est un plaisir de faire partie de ce panel qui parle de ce sujet très intéressant. Donc, comme vous l'avez dit, je suis membre du comité directeur de Sénégal Supply Chain, mais j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans l'agroalimentaire parce que j'ai longtemps travaillé dans le privé, dans la production et surtout l'exportation de produits transformés au Sénégal, dans la sous-région et aussi en Europe. Merci. Merci, merci, Monsieur Apollinaire. Je donne la parole à Monsieur Babacar Sembène. Monsieur Babacar Sembène, si vous êtes en ligne, vous présentez quelques mots de salutation. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Babacar Sembène. C'est vrai que vous donnez dos un peu à la fenêtre, ce qui fait qu'on ne vous voit pas du tout, tout est noir. Je vois un peu les rideaux. Ah, d'accord, d'accord. Au moins, on va s'assurer que vous êtes élégant, au moins. Ah, mais je vais couper la vidéo après. Jusque-là, on ne vous voit pas, hein. C'est très, très sombre, en fait. Tu peux fermer juste les rideaux. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Excellent. C'est toujours sombre. Oui, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Babacar Sembène. Je suis commissaire aux enquêtes économiques, spécialiste en négociation commerciale internationale sur le commerce des produits agricoles, les négociations commerciales internationales. Et là, depuis 2013, je travaille sur la régulation des marchés agricoles. Je suis en lien direct avec les acteurs, en relation avec le ministère de l'Agriculture. Et nous travaillons vitalement à organiser le commerce des produits agricoles après les récoltes. Et je pense que le thème d'aujourd'hui aussi rentre dans le cadre de nos actions, la logistique, comment aider les producteurs véritablement ou bien la production de manière globale à occuper le marché dans le temps et dans l'espace. Sachant que souvent, au niveau de la production, c'est un peu difficile avec les changements climatiques, les plans culturels. Donc, il y a toutes ces contraintes-là qui font que la logistique aujourd'hui, véritablement, est au cœur de l'agriculture. Donc, ce thème-là, c'est un thème d'actualité. Je pense qu'avec les participants qui sont en ligne, on aura beaucoup appris avec tout le monde. Merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je salue de passage M. Mamadou Sambou, je suis parti membre de Malik Sambou, certainement qui nous suit de l'étranger, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'étranger et qui nous suivent très bien sur notre panel. Bon, ceux qui ont mis leur nom, avec juste un nom ou bien un prénom, s'ils peuvent renommer, ça nous aidera beaucoup. Ça permettrait au moins d'identifier tous les participants. Mariam Thiam, nous vous remercions et nous saluons votre participation. Bon, il me semble que M. Boumiguey est en ligne. M. Boumiguey, parce que je vois Gay, je ne sais pas si c'est Boumiguey ou pas. Oui, c'est bien lui. Ah, d'accord. M. Boumiguey, enchanté, c'est un plaisir vraiment, un plaisir énorme de vous recevoir dans ce panel. Je sais que vous êtes en mission, ce n'est pas facile pour vous, mais au regard en tout cas de votre expérience, en tout cas dans le domaine de la supply chain, nous avons jugé nécessaire de vous compter parmi nos participants. La dernière fois, je lui disais, même si tu dois aller sur Mars, tu dois te connecter au panel, hein, de bruit, là.
Ok, Monsieur Bouquet, je vous laisse la parole, vous vous présentez, vous donnez quelques mots de salutation. Bonjour tout le monde. Merci, Maud Biran. J'étais là quand tu commençais en me parlant, disant j'étais un expert en supply chain. J'ai dit tout le temps, j'ai une très, très longue expérience dans le supply chain management. Après, expert, c'est toujours pour moi un peu trop dire parce que bon, je pense que c'est un métier où on apprend tous les jours, on essaie d'appliquer, voilà quoi. Donc, j'ai une très longue carrière dans le supply chain management. J'avais commencé dans la gestion de stock, entrepôt de magasins, après responsable logistique et finalement voler un peu plus haut dans la fonction, étant directeur supply chain dans un des pays voisins chez une grande marque en rouge et blanc avant de revenir au Sénégal. Et puis, bon, comme tu l'as dit, je suis actuellement à la Soboa comme directeur supply chain. Mais surtout, étant un aspirant à la retraite, et je pense que j'aurai un peu plus les coups des franches pour me mettre dans des activités où je pourrais mais vraiment partager cette passion. Parce que pour moi, supply chain, c'est au-delà du métier, c'est une passion. Et qui se lance dans le métier ou dans cette activité-là, et mieux je me porterai, je crois. J'espère que je vais pouvoir suivre les débats très tranquillement parce qu'étant sur la route pour le nord du Sénégal, bon, j'écoute est bonne. J'espère que vous me recevez bien. À On tout te de suite. reçoit très bien, on te reçoit très bien. En tout cas, on te souhaite déjà bonne route et nous allons essayer de continuer à suivre avec vous durant ce trajet. Bon, ok, donc nous allons entrer en plein dans notre sujet, comme nous l'avons dit tantôt, n'est-ce pas? Quelle stratégie logistique pour le développement de l'agriculture au Sénégal? D'emblée, il faut dire que ce thème, on ne peut pas l'épuiser dans une conférence. On ne peut pas l'épuiser en une semaine, en un mois. C'est un thème extrêmement large. Mais le plus important, c'est de dégager les jalons, d'identifier les problèmes essentiels, les problèmes essentiels sur lesquels nous faisons face, en tout cas avec l'agriculture, et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter en termes de perspective. Et cela permettra vraiment à ces participants qui aussi ont leur expérience, qu'on puisse leur donner la parole dans un deuxième temps afin qu'ils puissent eux aussi apporter leur contribution. Donc, la première question que je vais lancer, je vais d'abord l'adresser à l'acteur principal qui aujourd'hui est l'interface, si vous voulez, entre ces exportateurs de produits agricoles et les professionnels locaux qui sont là, qui travaillent certainement avec eux, c'est-à-dire M. Semben. Donc, M. Semben, est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'état des lieux de la situation de la production agricole au Sénégal? Quels sont nos points forts, nos points faibles? À quel niveau se trouve la problématique? Comment vous le voyez? Si vous pouvez nous faire juste un dessin pour qu'on puisse camper le sujet et ça permettra aussi à nos acteurs professionnels, eux aussi, de donner leur point de vue par rapport à cette problématique. Monsieur Sambel. Merci Mbouch pour l'introduction. Et comme vous l'avez dit, je pense qu'on ne pourra pas éplucher pratiquement toutes les questions dans une heure de temps. On va essayer d'introduire, après lancer la réflexion et au fur et à mesure, dans d'autres webinaires, on aura peut-être la possibilité d'aller au fond des choses. Pour aller vite et en résumé, je pense que par rapport à notre agriculture aujourd'hui, je parlerai de la politique agricole de manière globale et dans ses fonctions. Ça aussi, c'est une faiblesse que nous avons notée au niveau des pays les moins avancés, comme le Sénégal, où pratiquement on met la politique agricole est beaucoup plus focus sur l'aspect production. Je m'explique un peu. Aspect production dans le financement de l'agriculture, c'est les semences, l'engrais, peut-être d'une part les machines, les tracteurs, etc. Mais puisqu'on parle de chaîne de valeur, je pense qu'aujourd'hui,
on est obligé d'aller beaucoup plus sur les aspects post-récolte, transformation, etc. Et tous ces maillons aujourd'hui nécessitent une gouvernance logistique beaucoup plus importante. Si on prend l'aspect production, je vais essayer de résumer en termes de phasage de la chaîne de valeur, la phase de production, la phase commercialisation, etc. Ou sur la partie production, vous avez peut-être les semis, le cours de production, les récoltes, etc. Où les producteurs aujourd'hui, ils ont d'énormes difficultés en termes logistiques parce que nous avons des spécificités un peu par rapport à la catégorisation de nos producteurs où nous avons une bonne partie, c'est des exploitations familiales, c'est des petits producteurs qui n'ont pas assez de moyens quand même pour accéder au matériel ou bien à la logistique nécessaire pour la production. Même au niveau de ces exploitations familiales, en termes de surfaces aussi utilisées ou bien emblavées, c'est des surfaces comprises entre 0,5 hectares, 1 hectare, 5 hectares. La moyenne, virtuellement, c'est entre 5 hectares, le maximum, c'est 10 hectares. Et comparé aux agro-business qui nécessitent ou bien qui exploitent beaucoup plus de surface, avec des surfaces de 50 hectares, ou, etc., jusqu'à 100, 300, 1000 hectares, vous voyez la différence dans l'utilisation de la logistique. Je prends comme exemple un tracteur. Un tracteur qui avoisine les 100 millions, ça va être difficile pour un petit producteur d'accéder à ce tracteur-là. Maintenant, ce qui se fait, ou bien la proposition qui est faite à ce niveau-là, c'est de rassembler ces petits producteurs sous forme de sociétés coopératives où ils vont peut-être acheter ou bien prendre le tracteur sous forme de prêt et après, au fur et à mesure dans les années, travailler à rembourser ce financement-là. Et ça ne se limite pas uniquement au tracteur. Il y a d'autres outils ou bien d'autres machines, véritablement, qui sont des nécessités à leur niveau et qui véritablement et accent. Ça, il faut le dire. Et ça, c'est valable pour toutes les spéculations, surtout dans le domaine de l'horticulture. Prenez la production de l'oignon, la production de la pomme de terre, la production d'autres productions, etc. On se rend compte que les producteurs ont d'énormes difficultés en termes de logistique dans le cadre de la production et des récoltes. Je reviens d'une mission comme ça, comme Bogi l'a dit tout à l'heure. Depuis lundi, on était sur le terrain. Lundi, mardi, mercredi, toute la zone des Niayes jusqu'à Podor. Puis on a fait la zone de Raou pour arriver à la zone de Ngomen dans la région de Thiès. Donc ça, c'est une partie de la production, parce qu'on parle de l'agriculture, ce n'est pas uniquement la production. L'autre phase qui vient après la production, c'est les récoltes. Parce qu'aujourd'hui, le producteur est dans une situation où il est un peu contraint avec les changements climatiques, le calendrier culturel, la question des semences. Il est obligé de s'adapter à ces changements climatiques-là où la production horticole est beaucoup plus rentable. Maintenant, il y a une différence entre cette phase de la production au niveau producteur et aussi les réalités du marché. Je suis toujours dans les produits horticoles. C'est beaucoup moins, bon, entre guillemets, plus facile pour les produits céréaliers, par exemple le maïs, le mil, ou voilà, le conditionnement ou bien le stockage n'est pas trop compliqué. Le producteur peut récolter, mettre dans des sacs et des hangars, attendre 4, 5 jusqu'à une année sans beaucoup de dommages. Par contre, pour les produits horticoles, c'est beaucoup plus aigu. Maintenant, arrivé aux récoltes, le marché est autre à ce niveau-là, parce que je prends l'exemple de l'oignon. Au niveau de l'oignon, les services de l'agriculture nous annoncent en moyenne 450 000 tonnes de production. Et nous, au niveau du ministère du Commerce, les besoins du marché sont évalués en moyenne 350 000 tonnes annuelles.
Les besoins mensuels sont estimés à 30 000 tonnes par mois. Je prends l'exemple de la pomme de terre, après 12 000 tonnes, de carottes, etc. Donc, pour chaque produit, on sait à peu près le marché, le besoin du marché est estimé à tel. À partir de ce moment, les producteurs sont obligés de s'adapter à cette réalité du marché-là. Par contre, les récoltes, prenez le calendrier culturel, pratiquement 60 ou 80% des récoltes se font en 3 mois, mars, avril, mai. Quand vous posez la question, c'est des problèmes d'adaptabilité des semences par rapport au changement climatique. ISRA est en train de faire des recherches à ce niveau avec le ministère de l'Agriculture pour nous permettre ce qu'on appelle de faire la planification de la production. Mais pour le moment, c'est extrêmement difficile de planifier. Donc, les récoltes se font entre le mois de janvier, février, mars, avril, juin, pratiquement toutes les récoltes sont faites. Maintenant, il faudra trouver des moyens de stocker, de conserver et d'espérer occuper le marché dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le marché intérieur. Et les questions d'emballage vont venir, les questions de conditionnement, de calibrage, etc. Donc, à partir de ce moment, vous verrez qu'il y a énormément de besoins en termes de logistique à ce niveau-là pour aider la production vitalement à les récoltes sont faites. Le Sénégal ou bien le gouvernement du Sénégal a travaillé un peu à mettre en place des plateformes de commercialisation. Au niveau des zones de production, c'est des espaces de commerce qui sont construits pour regrouper. Parce que l'idée ici, c'est de faire ce qu'on appelle de l'agrégation. Essayer de regrouper les récoltes en un seul lieu et permettre aussi, parce que je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que nous avons en face de nous des exploitations familiales. Ouais. Donc, il y a un peu une atomicité de l'offre. Ces plateformes de commercialisation aident un peu à regrouper les récoltes en un seul lieu et permettent le commerçant acheteur qui aujourd'hui prête à un camion de 30 tonnes ou 40 tonnes, il n'a pas la possibilité de faire les champs individuellement. Donc, au niveau des plateformes de commercialisation, il a la possibilité de charger des camions de 30 tonnes, 40 tonnes et d'assurer la logistique à l'intérieur du Sénégal. Donc, ces plateformes-là sont en train de se mettre en place. À côté de ces plateformes, je pense qu'il y a d'autres enjeux qui sont là, ce qu'on appelle les hangars et les chambres froides. Ça, c'est véritablement les stockages de longue durée. Donc, vous récoltez au mois d'avril, tout en sachant que vous allez commercialiser au mois de septembre. Et c'est là où véritablement nous avons un défi véritablement à relever. Récolter au mois d'avril, voilà, trouver un lieu, un local, chambre froide, hangar, quelle que soit la dénomination, et aider à ce que ce produit-là puisse être conservé dans les meilleures conditions. Maintenant, il y a d'autres questions qui nous rattrapent. Parce que le produit aussi qui est destiné à la conservation de longue durée, voilà, il faut travailler ce produit-là depuis la semence. Donc, il faut des semences qui sont adaptées au stockage et ça existe. Les variétés, il y a plusieurs variétés aujourd'hui au niveau des variétés pour, voilà, résistent, non résistent, etc. Les fournisseurs de semences. Maintenant, pour certaines variétés aussi, le producteur cherche à avoir du rendement. Vous aurez une variété qui vous fait 50 ou 60 tonnes à l'hectare. Par contre, il ne se conserve pas. Vous avez des variétés qui vous font près de 30 à 40 tonnes à l'hectare, mais qui ont une possibilité de se conserver pendant 3 ou 4 mois. Donc là aussi, c'est des questions que nous avons en face de nous. Et je disais tout à l'heure que ce que je dis là, c'est valable pratiquement pour tous les types de produits. Les produits horticoles, les produits secs, etc. Par exemple, je prends la banane sénégalaise qui, la zone de production la plus, c'est la zone de Tambacounda. Maintenant, le problème logistique que nous avons,
La majorité, c'est déjà les méthodes de récolte, parce qu'il faut des lignes câblées où nos petits producteurs-là ont des difficultés à accéder à ces lignes câblées-là, où la récolte va se faire sans pour autant que le produit ne se détériore. Ça aussi, c'est des questions. Et aussi le transport de ce produit-là, parce qu'il faut des camions qui sont adaptés à la banane, parce que les zones de consommation, ce n'est pas toujours les zones de production. La banane est produite à Tamba. Par contre, vous avez les trois régions les plus qui consomment le plus la banane, c'est la région de Dakar, la région de Touba et la région de Kaolack. Maintenant, tout cela aussi nécessite un financement. C'est le nerf de la guerre. Et nous, dans les recommandations avec les experts, ils pourront nous dire, voilà, pour ces trois maillons de la chaîne de valeur, parce que nous, on essaie de travailler surtout de la fourche à la fourchette, aider aussi tous les acteurs de la chaîne, parce que ce n'est pas uniquement les producteurs. Vous avez les commerçants, vous avez les transformateurs, vous avez les transporteurs, etc. Tous ces maillons, notamment, sont dans la chaîne de valeur agricole. Maintenant, le financement de la logistique, ça aussi, c'est le parent pauvre de la production agricole. Parce que même si vous observez un peu récemment la dernière réunion du Conseil interministériel, on parle que de la production. L'année dernière, le gouvernement du Sénégal a mis 100 milliards de subventions dans la production. Mais quand vous allez en profondeur, il y a pratiquement rien qui est mis dans les aspects post-récolte. Et nous, ce que nous proposons, ou bien les experts proposent souvent, c'est aussi de prévoir une subvention dans le matériel, dans la logistique, etc. Je prends l'exemple des chambres froides de conservation, etc. Il y a des privés qui essaient, bon an, mal an, à mettre en place des systèmes de stockage et de conservation. Je pense que ce serait bien que le gouvernement du Sénégal aussi essaie de faciliter ou dans le cadre des subventions aussi, parce que ça coûte extrêmement cher de les accompagner dans cela. Voilà, M. Mbouch, de manière ramassée, hein, ce que je voulais partager avec le public, espérant que voilà, on aura des retours dans les discussions pour beaucoup plus affiner aussi notre réflexion à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci, M. Semben. En tout cas, la contribution a été à la hauteur. Elle est très pertinente, même, je dirais. Bon, moi, en tout cas, j'apprends. Je suis en train de prendre note comme un bon élève. Et je pense que là, effectivement, vous avez mis le doigt sur quelques problématiques qui sont intéressantes. Ce qui me plaît là-dedans, dans la présentation, c'est que vous êtes en train aujourd'hui de nous faire le dessin de la chaîne de valeur. Donc, vous êtes carrément dans le supply chain. Parce que quand on parle aujourd'hui de supply chain, c'est un ensemble d'acteurs qui doivent interagir entre eux de façon coordonnée dans le but d'atteindre le même objectif. Donc, c'est des planifications, ce sont des process, c'est une organisation, c'est des flux de marchandises, c'est des flux physiques, des flux financiers, des flux d'informations. Il faut que tout soit bien coordonné avec une bonne logistique derrière afin d'atteindre notre objectif, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la fourche à la fourchette. Maintenant, je m'en vais donner la parole à M. Apollinaire. Apollinaire, quelle serait ta contribution par rapport, en tout cas, aux défis logistiques hein, que je vois déjà de façon très claire? Défis en termes aujourd'hui de matériel agricole, défis en termes d'emballage, le transport, le conditionnement, entre autres, le stockage, il en a beaucoup parlé, surtout quand il s'agit de produits périssables, et même au niveau du transport, trouver les véhicules adaptés. Vous avez énormément de défis. Donc, depuis la production jusqu'à ce que le produit vienne sur l'assiette du consommateur qui est là. Dans le sens inverse aussi, tu peux l'aborder. Toi, en tant qu'opérateur économique, comment tu vois cette chaîne de valeur qui consiste à organiser l'aspect exportation? Quels sont les défis auxquels vous faites face et quelles sont les solutions en termes de perspectives que vous recommandez? Allez, vous avez la parole.
Merci, Prési, et merci à M. Semben qui vient de nous faire un bon cours. Moi, je pense on doit considérer ces défis sur un aspect supply chain plutôt qu'un aspect logistique. Parce que ce n'est pas seulement un aspect logistique. Pourquoi on doit le considérer sur un aspect supply chain? C'est qu'il y a une logique de chaîne de valeur, il y a une logique d'industrie. Donc, on doit déjà commencer par la planification. Quand je dis la planification, c'est quelles sont les régions, quels sont les atouts sur lesquels on doit se baser. Est-ce qu'on fait l'oignon dans tout le Sénégal à la même période? Est-ce qu'on fait la fraise au nord? Est-ce qu'on fait la pomme de terre au sud? Lorsque vous sortez de Dakar, dès que vous dépassez Diamniadio, vous voyez que c'est sec. On traverse des villages. Entre deux villages, il n'y a absolument rien, à moins que ce soit la saison des pluies. Donc, en faisant une bonne planification, on pourrait déjà faire des zones économiques et spécialiser les zones économiques. Que chaque zone soit vraiment championne dans la production de certaines catégories de spéculation et qu'aussi il y ait un calendrier culturel qui soit respecté et optimisé. La deuxième chose, c'est le sourcing et le procurement. Où achète-t-on les semences? Qui produit les semences? Où vend-on? Ce qu'on produit, c'est pour le marché local ou c'est pour l'export? Si c'est pour l'export, quels sont les meilleurs marchés où on aurait de meilleurs prix afin de mieux équilibrer notre balance commerciale? Ça, je pense que c'est en pensant supply chain et non simplement logistique qu'on pourrait adresser ces points. Par rapport à l'aspect stockage, emballage et manutention, M. Semben a parlé de hangars et de chambres froides. Mais bon, il a dit que quel que soit le nom qu'on lui donne, je pense que ce n'est pas la même chose. Une chambre froide, c'est vraiment pour des produits périssables à très court terme. Mais il se pose le problème de l'énergie. Si on doit brancher la chambre froide sur le réseau Sénélec pendant 2 mois, 3 mois, finalement, le produit, il est invendable. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne permet pas de l'acheter. Est-ce qu'on fait des produits, est-ce qu'on met en chambre froide des produits semi-transformés ou bien est-ce qu'on met en chambre froide des produits bruts? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un choix à faire. L'emballage, la qualité, encore une fois, c'est du procurement parce qu'il faut savoir ces produits où, ces emballages sont produits où, est-ce qu'ils sont adaptés pour nos pays, pour nos habitudes de consommation? Est-ce qu'il faut éduquer les consommateurs pour qu'ils changent le type d'emballage à utiliser? C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire à ce niveau. Je pense que le transport, l'aspect logistique, c'est une très petite partie parce que le transport, c'est en deux phases. Déjà, actuellement, il se pose le problème de transport de tout ce qui est intrant. Si le gouvernement parvient à solder les différentes dettes des opérateurs privés, stockeurs, transporteurs, il y a des chances que ça se passe très bien. Mais si jamais ils essaient de faire du chantage avec ce nouveau gouvernement et qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de remettre leur matériel dans le système, ça va déjà poser problème. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le système en séparant les gens, que les stockeurs ne soient pas forcément transporteurs, que les producteurs de semences certifiées ne soient pas aussi transporteurs pour qu'on puisse vraiment avoir une chaîne de valeur où chacun fait une seule chose et que les gens n'essaient pas de faire tout? Est-ce que ce n'est pas quelque chose à considérer? Qui dit stockage dit aussi la manutention. Comment se fait la manutention? Est-ce que les gens ont le matériel pour la manutention? Ou bien est-ce qu'on continue de faire la manutention comme il y a 50 ans, comme il y a 100 ans, avec beaucoup de pertes? Qui dit stockage, manutention, parle de logistique du retour. Quand on produit la banane au sud, au sud-est, et que ça vient jusqu'à Dakar, qu'est-ce qu'on fait des invendus? Qu'est-ce qu'on fait des produits périmés? Des produits gâtés plutôt? Est-ce qu'on essaie de les valoriser en alimentation pour le bétail? Ou bien est-ce qu'on le fout directement à la benne? Tout ça, ce sont des choses qu'on devrait mieux pouvoir cerner. Et ça, c'est avec M. Semben, je pense que l'État a sûrement mis en place des politiques pour adresser ça.
Et je pense que c'est là-bas où on pourrait vraiment faire des efforts quantitatifs afin de développer notre agriculture. Merci. Biram? Oui, excusez-moi. Donc, Monsieur Apollinaire, merci. Merci en tout cas pour la lecture que tu as faite de la contribution de Sembène qui va certainement revenir pour donner d'autres précisions. Mais Monsieur Apollinaire, en tant qu'opérateur économique, qu'est-ce que réellement vous attendez de l'État pour rendre vos entreprises en tant qu'opérateur économique beaucoup plus performantes, hein, que vous soyez très compétitifs, qui est créé... Alors, Président, oui, 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 monsieur. j'ai bientôt entré dans une zone où le réseau ne va pas être terrible. Ok. J'aurais juste peut-être réagir sur Oui, ce que bien disait sûr. M. Semben, ce qui m'a Allez-y. agréablement surpris et peut-être donner un peu moins ce que j'avais pensé comme contribution à ce débat. Et puis Allez-y, après, vas-y. peut-être je vais me contenter du recording pour voir quoi. Je Allez-y, disais, j'étais vas-y. agréablement surpris parce que là, on a une approche qui n'est pas logistique. Moi, je définis vous m'excuserez, je suis très orthodoxe sur les termes, sur la pratique. Ceux qui me connaissent ne vont pas être surpris. Quand on parle de logistique dans cette chaîne agricole, on est beaucoup plus sur le supply chain parce qu'il est parti, je pense, des achats jusqu'au stockage. Après, il nous resterait, je pense, sur ce, moi j'inviterais beaucoup de gens à réfléchir, c'était le dernier maillon, c'est-à-dire ce qu'on appelle le last mile delivery. Tout ce qui est ce qui va compléter cette chaîne pour livrer les produits au client final. Et c'est quand on va penser client final, ce dont le client a besoin, c'est là où on va parler de chaîne de valeur. Quelles sont toutes les activités tout au long de la supply chain, c'est-à-dire de l'achat des semences jusqu'à comment dire, la marmite chez moi, quelles sont les activités qui ont amené de la valeur. Et quand on est puriste, faire du stockage, pour moi, le stock, c'est négatif. On devrait éviter de stocker, mais c'est nécessaire de le faire. Donc, on doit avoir tous ces jalons-là. Mais j'étais vraiment agréablement surpris qu'on aborde le problème d'un point de vue supply chain, c'est-à-dire des achats jusqu'à peut-être le consommateur final et quelles sont les activités. Aujourd'hui, moi, je commence à être dans l'agriculture. Quand je vais acheter des semences, il y a plein de gens. Je voulais me spécialiser dans la pomme de terre, mais quand j'ai regardé toutes les difficultés du monde qu'il y a à avoir, comment dire, toutes les semences, je me dis, je vais essayer de m'aguerrir sur d'autres spéculations et après je reviendrai sur la pomme de terre. Parce qu'il y a un projet derrière la pomme de terre. Je disais, je prendrai ma retraite peut-être beaucoup, mais c'est peut-être sortir de ce monde industriel pour rentrer dans un autre. Mais je pense que la bonne approche, si on veut développer l'agriculture aujourd'hui, c'est cette approche en termes de supply chain. Développer les achats. Il y a énormément de graines qu'on va acheter à l'extérieur. Si on va industrialiser, mais pourquoi pas créer des sources d'approvisionnement en semences, en graines ici au Sénégal. Mais on parle de mettre beaucoup d'argent sur les moyens de production, mais ce qu'il y a avant, ben, c'est un peu la jungle. C'est le coup de pied qu'on vient de mettre en disant les semences aux agriculteurs et non pas à comment dire, des boss qui sont là, qui vont acheter les semences et qui vont en faire ce qu'ils veulent. On parle d'achat. On peut développer quelles sont, je veux dire, les sources d'approvisionnement que nous avons, qu'est-ce qu'on peut relocaliser chez nous. On va parler de la production. On a mis énormément de moyens. Je suis en train d'arriver, justement, quand je vous parle de ça, Keur-Momar-Sarr, et on est dans le Waalo, et on va commencer à avoir toutes ces surfaces qui ont été emblavées de riz. J'avais participé à une étude de l'USAID sur le riz de la vallée. Le principal problème qu'on avait, c'est OK, on va donner beaucoup de moyens sur la production. Mais on produit dans le Waalo, c'est à 300 km des centres de consommation qui sont Dakar. Aucune étude a été faite sur comment le consommateur sénégalais consommait le riz. Les premières années, ça a été un fiasco. On s'est amélioré, mais on a on a perdu 3 à 4 ans avant d'arriver à cela. Et ce qui me fait toujours penser que si on veut développer l'agriculture au Sénégal, il y a tellement d'acteurs, mais il faudrait qu'on ait cette approche holistique de dire on va faire une approche d'un point de vue supply chain.
toutes les activités qui sont tout au long de la filière de spéculation donnée pour atterrir chez le consommateur. On parlera par contre de la chaîne de valeur. Qui est-ce qui amène de la valeur pour que le client, lui, ce qu'il va consommer soit de bonne valeur, soit une valeur qui lui convient. Et en ce moment-là, on va parler prix. Parce que ce marché est complètement dérégulé. J'entendais M. Sembène, il faudra que je prenne ses coordonnées parce que son discours m'intéresse vraiment. Et je pense qu'il y a plein de choses que je peux tirer là-bas. C'est de dire quelle est la taille du marché. J'interroge énormément d'agriculteurs autour de moi, mais est-ce que vous savez combien de tonnes d'oignons légal? Mais je peux vous garantir que 9 sur 10 ne le savent même pas. Mais pourtant, tout le monde se met à cultiver de l'oignon. Et Monsieur après, Gueye, c'est est-ce que un vous peu, pouvez reprendre la Inch'Allah, question? Est-ce voilà. que vous pouvez reprendre la question sur l'oignon? Là, j'étais coupé là un moment. La dernière question, c'est la taille des marchés. Je disais, je veux dire, la taille du marché. J'interroge des producteurs qui sont autour de moi en leur demandant, est-ce que vous connaissez la taille du marché de l'oignon au Sénégal? Mais 9 sur 10. Et pourtant, tout le monde va, je veux dire, ou même fin novembre, commencer à mettre de l'oignon. Je veux dire, moi, si je ne le sais pas et je ne planifie pas, et c'est là où je rapproche les concepts supply chain, en disant, ben, voilà mes moyens de production, voilà ce que je vais avoir, voilà ce qui va m'en sortir. Et si je ne connais pas la taille de marché, je vais un peu à l'aveuglette. Donc, je peux avoir des problèmes de stockage derrière. Voilà, c'est cette approche-là, à mon avis, si on veut développer au Sénégal, ce sont ces deux approches-là. D'une part, supply chain management et d'autre part, value chain management. Voilà pour moi. Merci, professeur. Merci, professeur. En tout cas, j'aurais souhaité que tu mettes un peu d'eau dans le bissap du discours. Je pense que tu as compris. Pour permettre à tous ceux qui sont connectés, parce qu'on n'est pas tous des logisticiens, il y en a qui ne sont pas du tout dans le domaine, qui sont très intéressés par la thématique. Donc, pour ceux qui vont intervenir, faciliter un peu la compréhension des terminologies, ça aiderait beaucoup. Mais en tout cas, l'approche et l'analyse que tu as faite, elle est intéressante. Et je pense que M. Semen déjà a posé les jalons de la supply chain. Je vais revenir vers lui tout à l'heure. Comme j'avais dit, j'étais en train de relancer un peu mon ami par rapport déjà, Apollinaire, par rapport maintenant à l'exportation. Donc, dans l'exportation, quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu'exportateur? Et en tant qu'exportateur aussi, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités publiques pour qu'ils puissent vous accompagner afin que vous soyez très compétitif dans votre secteur d'activité? Merci de me redonner la parole, hein. En fait, par rapport, en tant que privé exportateur, le gros souci que nous rencontrons en général, c'est surtout euh, le diktat des lignes maritimes. Parce qu'on se rend compte que chaque fois qu'il y a une campagne, quelle que soit la spéculation, dès que la campagne démarre, il y a quand même les lignes maritimes qui se donnent le mot, comme d'habitude, pour fixer la barre très haut sur le fret. C'est vrai que ce n'est pas nous qui supportons le fret, mais ça rend le produit sénégalais un peu moins compétitif. Et après aussi, il y a les différentes tracasseries qu'on a par rapport à l'accès au port. Donc, mais ça, c'est dû à la congestion chronique du port de Dakar. Donc, en début de campagne, ça se passe toujours très bien. Mais dès qu'on avance un mois, 2 mois, on se rend compte que la congestion nous oblige à passer par des ICD, ce qui renchérit encore les produits. Donc, à moins que ce soit des produits frais, donc exportés en conteneur frigo, où on se débrouille pour euh, utiliser, on passe en priorité, on rentre dans DP, mais quand c'est des produits secs, donc style anacarde arachide, c'est très compliqué. Il y a toujours des frais supplémentaires induits par le passage au ICD. Donc, ça, c'est par rapport aux exportations. Par rapport à la production en général, hein, comme l'a dit Boumi, le souci, c'est que tout le monde produit en même temps. Donc, si vous prenez l'exemple de l'oignon,
Actuellement, le sac d'oignons coûte entre 7 000, 8 000 et 10 000 francs de 25 kilos parce que tout le monde a produit en même temps. Donc, une meilleure planification, et ça, je pense que c'est le rôle de- du ministère, d'accompagner les producteurs pour au moins que les gens soient incités à produire par zone, que le Fouta ne produise pas, le Walo plutôt ne produise pas en même temps que les Niayes, que les gens qui sont en dehors des Niayes, vers Joal, quand vous sortez Joal, Fatick, que ces gens aussi produisent à une autre saison, au moins qu'il y ait un décalage d'un mois ou de 45 jours, si c'est possible, dans la production. Ça permettrait d'avoir un prix pour le... Il me semble qu'on a perdu Apollinaire. Allô, Apollinaire? Excusez-moi, j'ai été... OK. Oui, voilà. Donc, je disais que le sac d'oignon à 8 000 francs, c'est très intéressant pour le consommateur final, mais on oublie que le producteur, des 8 000 francs, il faut déjà qu'il enlève les frais de transport pour ramener le stock à Dakar, dans la zone de commercialisation. Il faut qu'il enlève tous les intrants qu'il a mis, toute son énergie, tout son travail, et après, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste presque rien. Donc, si on veut vraiment que les gens retournent vers l'agriculture, voient un intérêt à continuer à se dépenser sur ce qui nous fait vivre, en fait, parce que sans les agriculteurs, on ne vit pas. Il faudrait que ce soit vraiment que ce soit un commerce équitable. Il faut vraiment que, comme on dit en Wolof, béykat bi mu mun ci jëriñ. Mais si vraiment ça lui rapporte pas grand-chose, c'est normal qu'après les gens, ils veulent tous venir vendre des cacahuètes à chaque coin de rue à Dakar ou prendre les pirogues. Voilà, merci. Désolé pour la coupure aussi. Merci, merci Apollinaire. Je vois que, en tout cas, Sembène, tu nous as aidé à bien lancer le débat. Déjà, je vais rajouter quelques questions que tu vas prendre en charge pour essayer de répondre globalement. Après, nous allons passer la parole aux différents participants qui donneront leurs contributions et questions. Déjà, Monsieur Sembène, que pensez-vous de la stratégie à mettre en place pour assurer un lissage de la production? Bon, cela veut dire que tout le monde ne produise pas au même moment, à la même période, durant les 3 mois, qu'on puisse avoir une production en janvier, une production en mars, une production en juin, en septembre, en décembre. Est-ce possible et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette production ne puisse pas suivre des pics et des chutes qui vont créer un déficit de production, un déficit, je veux dire, de disponibilité de l'oignon au niveau local au point de nous obliger à importer, ou bien dans le sens contraire, créer une surproduction qui ferait que l'oignon va pourrir, les prix vont chuter, personne ne s'en sort, tout le monde veut vendre en même temps. Ça, c'est la première question. Donc, comment faudrait-il faire pour qu'on puisse avoir un lissage de la production? Dans ta réponse, j'avais déjà noté la problématique des semences. S'il y a d'autres défis derrière, vous pouvez les évoquer. La deuxième question, c'est aujourd'hui, l'État, est-ce que réellement on a une maîtrise de ce qui est produit? Parce que comme c'est un secteur qui est très informel, euh, où chacun produit de façon artisanale dans ses lopins de terre et qui forcément ne va pas déclarer ce qu'il a produit à l'État en temps réel et en donnant les bons chiffres, est-ce que cela ne va pas créer une difficulté au niveau central, au niveau de l'État, pour que l'État puisse avoir une maîtrise des quantités qui ont été produites par zone et par variété de produits? Et que l'État puisse avoir une maîtrise de la qualité des produits qui ont été aussi mis sur le marché. Parce que si l'État n'a pas une maîtrise sur les quantités produites, sur les variétés,
l'État aura du mal à faire de la planification, ça c'est sûr. Donc, je ne doute pas que vous rencontrez certainement ces difficultés. Peut-être qu'ils vont vous obliger à faire tout le temps des tournées sur le terrain, mais est-ce qu'on n'aurait pas, on ne gagnerait pas aujourd'hui à changer de méthode pour avoir un système de recueil d'informations qui partirait peut-être des communautés rurales, des villages, des chefs de village, jusqu'aux communes, pour pouvoir récolter les informations et les centraliser au niveau étatique, comme on le fait avec les élections. Même si la personne ne sait pas lire et écrire, on s'est bien organisé pour que chaque zone, chaque communauté rurale et autres puissent avoir des bureaux de vote, que tout le monde vote et qu'on puisse recueillir ces informations en moins de 24 heures, 48 heures. On connaît les tendances. Si on se déployait les mêmes efforts sur le plan agricole, est-ce que ça n'aiderait pas aujourd'hui à avoir une maîtrise de la production? Ça, c'est la deuxième question. La troisième et la dernière, euh, selon vous, est-ce que nos agriculteurs ne sont pas confrontés aujourd'hui à un défi d'une capacité financière qui ferait que dans leur stratégie de production, en réalité, ils ne disposent pas de moyens? Parce que tout simplement, les terres agricoles, comme le disait son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, je voyais qu'il avait mis le doigt sur un point très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces terres agricoles ne peuvent pas servir de garantie au niveau, par exemple, d'une institution financière pour pouvoir bénéficier d'un quelconque financement. Parce que ce n'est pas des titres fonciers. Donc, si aujourd'hui, un agriculteur, même s'il a 10 hectares, il veut aller à la banque pour avoir un prêt, pour avoir des machines, pour financer peut-être un site de stockage ou bien un moyen de transport en tant que tel, pour pouvoir acheter des semences de qualité, il n'a pas les moyens. Donc, il va le faire de façon très rudimentaire, ce qui fait que le coût de la production va élever, c'est-à-dire on aura un rendement qui est très faible. Et quand le coût de la production est élevé, il est évident que nous ne pouvons pas être compétitifs. Et ce n'est pas surprenant de voir, c'est pas surprenant de voir au Sénégal qu'un producteur agricole mette sur le marché un produit, alors que ce produit-là, il est beaucoup plus cher qu'un produit qui vient du Brésil, qui a payé la douane export, qui a payé le fret maritime, qui a payé la manutention, qui a payé la douane peut-être même import, qui a été déchargé, transporté jusqu'au niveau de nos ménages et qui nous revient moins cher qu'un produit qui a été fait ici au niveau local, sur place, juste à 300 km. C'est quand même paradoxal. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir et de voir comment résoudre ce problème? Monsieur Sembène, je sais que vous avez énormément de questions. On vous laisse le temps de répondre à tout ça. Vous avez la parole. Excusez-moi, Mbiram. Rési? Oui, Oui, avant M. Sembène, je voudrais rajouter un point, hein. En fait, comme disait Boumi, moi personnellement, ça m'a toujours intéressé de produire des frites surgelées au Sénégal parce que mon expérience à Patisen, où j'étais directeur supply chain, je voyais les prix d'achat des frites et je constatais les prix de vente dans les supermarchés à plus de 1 000 francs le kilo. Actuellement, le prix d'achat est à 1 700 francs le kilo. Le prix le moins cher, c'est 1 700 francs le kilo. Alors que la pomme de terre, c'est le produit le plus facile à produire. Il accepte presque sur tous les terrains. Vous prenez l'exemple des Pays-Bas, un pays qui est, en fait, leur terre, c'est de la boue, presque partout, c'est de la boue. Donc, vraiment, c'est un des produits les plus faciles à produire. Comment se fait-il qu'au Sénégal, depuis les indépendances, on n'a pas réussi à mettre en place une industrie de production de frites surgelées? Prenez des frites, vous les préparez, vous les pré-cuites, vous faites elles sont pré-cuites, surgelées, et 500 francs le kilo. Regardez la marge entre 500 francs le kilo, 100 francs le kilo. oui, monsieur Apollinaire, je crois que la ligne Voilà, n'est pas bonne. Oui, voilà. 1 700 francs le kilo, les pommes de terre surgelées. Donc, c'est vraiment une marge extraordinaire. Mais le souci, c'est que si un industriel veut se lancer actuellement, ce n'est pas possible qu'il ait assez de stock.
la majeure partie du stock qui est produit au Sénégal, c'est Sénéguindia qui le fait. Ce sont des Indiens qui sont venus s'installer. Ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Ils produisent beaucoup de pommes de terre, ils stockent et ils vendent. Tous les autres producteurs, ce sont de petites productions, ce sont de petites parcelles. Donc, ils ne font pas le poids devant Sénéguindia. Donc, ça aussi, l'État a, a, a laissé faire, n'a pas su organiser les différents producteurs en coopérative. Maintenant, il y a la volonté de le faire. J'espère vraiment que ça va réussir parce que c'est ça qui serait la force. Que dans chaque zone, que les gens se mettent ensemble pour puissent produire de très grosses quantités. Ils ont un meilleur pouvoir de négociation, un meilleur pouvoir de décision. Et là, je pense que ça permettrait d'éviter d'importer des produits. Parce qu'importer de la pomme de terre, vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait éviter. Merci. Merci Apollinaire de la contribution. Boumi, tu veux laisser un mot avant que je donne à Apollinaire? Oui, si je peux réagir un tout petit peu là-dessus. C'est vrai, Apollinaire, quand on regarde je veux dire, au moins cette spéculation-là, on se pose toute cette question-là sur la production de la pomme de terre, que ce soit après, il n'y a pas que les frites, hein, on peut faire aussi des pommes de terre qui sont bouillies, on peut faire comment ça s'appelle, du conditionnement sous vide ou autre. C'est vrai que la production ne coûte pas trop cher. Mais si on veut faire des frites surgelées, par exemple, après, et c'est là où il y a le danger dans tout ce discours de l'industrialisation du pays par l'agriculture. Puisque si je prends juste l'exemple de cette pomme de terre-là, la congélation de la pomme de terre va faire appel à de l'énergie d'abord, qui va consommer mais énormément d'ammoniac et autres. L'ammoniac qui est produit au Sénégal, les phosphates, ça part où? Après, il faut sur toutes ces installations-là. Et c'est là les grosses questions qu'il faut se poser. Tout le monde se dit, on embouche la trompette sans aucun problème. Ah oui, le pays, ça va s'industrialiser par l'agriculture. D'accord, on produit beaucoup. Mais après, produire une patate, produire, comment dirais-je, une carotte, un chou, et tout ça, ça peut se transformer industriellement. Mais combien ça coûte l'industrialisation? Combien ça coûte de faire une installation de froid pour pouvoir congeler, pour pouvoir surgeler les frites? C'est un autre débat qui s'oppose. Après, quand Apollinaire parlait de, je veux dire, les petits producteurs, honnêtement, si je me lançais dans cette filière-là, moi, l'approche que j'aurais eue, c'est de dire, OK, il y a Sénéguindia qui est là, qui produit énormément, mais ces petits producteurs-là, faisant, comme disait M. Semben, des sociétés coopératives. S'ils ont des débouchés et ils sont sûrs de pouvoir vendre leurs produits, je pense qu'ils feraient un effort sur ce qu'ils vont recevoir plutôt que des spéculations qu'ils auront sur le marché. Sur l'approche du développement du pays par l'agriculture, c'est pas juste des slogans. Il y a énormément qui les lancent, les slogans. Quand on est un tout petit peu dans le domaine, on va se rendre compte que c'est une autre gageure, si vous voulez. Merci. Je retourne la parole à M. Semben. M. Semben, vous avez la parole. Merci, Mbouch. Je suis vraiment très, très content de participer à ces échanges-là. Véritablement, on apprend. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Bon, je vais essayer de faire de manière ramassée. Peut-être que je ne pourrais pas lister tout. Peut-être Apollinaire a posé beaucoup de questions, vous aussi. Mais je pense que dans les explications, vous allez comprendre. Juste commencer par dire, souvent j'entends les gens dire qu'on produit beaucoup. Pour moi, on ne produit pas beaucoup, on ne produit pas assez jusqu'à présent. C'est juste que, évidemment, c'est les modes de production ou bien la manière de produire qui fait défaut. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on produit tous en même temps. Voilà, après les prix chutent, c'est 1 mois, 2 mois, le mois qui arrive, les prix triplent. Donc, c'est ce phénomène-là que nous avons devant nous. Par exemple, je reviens sur la filière pomme de terre avec les questions de Apollinaire. Par exemple, la question de Sénéguindia, les frites surgelées, pourquoi depuis on ne fait pas d'industrialisation sur le fait de la qualité, etc. Et aussi Gay qui revient sur
les petits producteurs de la zone des Niayes. C'est vrai. Par exemple, au début, la régulation sur la pomme de terre a commencé, je pense, en 2014. C'était la première année où le Sénégal a pris la mesure de dire stop les importations au profit de la production locale. Et ça a duré 2 mois. On était à peu près 29 000 tonnes de production. Et de 2014 à aujourd'hui, la production locale arrive à couvrir le marché pendant presque 10 mois. Donc, vous voyez l'évolution entre 2014 et aujourd'hui et la capacité de la production locale à couvrir les besoins du marché. L'État a fait beaucoup, dans un premier temps, en subventionnant les semences. On a parlé de la question des semences, pourquoi les sources d'approvisionnement. La production de semences est extrêmement complexe. Et l'ISRA a fait beaucoup de recherches. Vous savez, l'ISRA fait les recherches, ce qu'on appelle de pré-base ou dans le jargon des agronomes. Maintenant, à charge maintenant aux privés ou bien aux agriculteurs de faire la multiplication qui coûte extrêmement cher et qui demande beaucoup de moyens logistiques. Il y a une association Asprodep, je pense que M. Gueye, l'année dernière, avec l'appui de la USAID, mais n'a pas donné, parce qu'il y avait des questions de conservation des prélèvements après d'année en année pour le temps. Sénégendia a commencé à faire ses propres semences qui, petit à petit, ça commence à donner, mais jusqu'à présent, au niveau des petits producteurs, cette semence n'est pas encore adoptée. Donc, il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là sur la qualité de semences. On a arrêté la production de la pomme de terre fraîche, c'est-à-dire la pomme de terre en sac, qui était interdite. D'année en année, on a vu que les consommateurs, et un changement dans le comportement des consommateurs, en privilégiant les fruits surgelés. Et je pense qu'il y a 2 ans derrière, on a fait une étude avec la douane. On a comparé un peu l'évolution des statistiques d'importation de fruits surgelés et ça a véritablement presque multiplié par 5 en l'espace de 3 ans. Donc, tout de suite, on s'est rendu compte véritablement qu'il faudra travailler. Mais quand vous faites le compte d'exploitation avec certains experts sur l'installation de l'unité et apprenez à donner un prix qui coûte 1 750, toute la logistique et l'industrie de transformation extra jusqu'au rayon, les gens disaient que ce n'était pas rentable. Quand on avance, la première chose qu'il fallait régler, c'était le rendement au niveau des producteurs. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pourquoi les produits locaux, produits localement, coûtent plus cher que les produits au niveau import. Le problème les facteurs de production au Sénégal sont extrêmement élevés. Vous avez parlé du coût de l'énergie, voilà, l'accès à la terre, etc., etc. Les semences, les intrants, c'était cher. Et à côté de cela, les rendements au niveau des petits producteurs n'étaient pas aussi importants. Parce que jusqu'à présent, vous prenez les petits producteurs, ils sont entre 20 et 25, les plus performants, ils sont à 30 tonnes à l'hectare. Des industriels comme il y a Sénégendia, il y a d'autres industriels qui sont au nord avec Serec, il y a aussi d'autres Sénégalais qui littéralement font d'excellent travail dans le domaine de la pomme de terre. Ils arrivent à vous faire 60 tonnes à l'hectare et c'est extrêmement important. Donc, si vous gagnez en termes de rendement, ça facilite un peu le transformateur véritablement avec les coûts et avoir un prix compétitif au niveau des rayons. Maintenant, Sénégendia arrive aussi à fournir certains industriels parce que nous avons des demandes qui arrivent chez nous et après, on essaie de les orienter dans la mise en relation parce que je pense que Guy l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs variétés au niveau de la pomme de terre. Variété pour faire bouillir, variété frites surgelées, etc. Pour faire même les chips, les industries qui font des chips, souvent ils nous font la demande, après on autorise. Mais il y a Sénégendia aussi qui travaille à fournir cette variété qui est adaptée à la transformation de chips. Il y a de petites unités, je pense que j'ai recensé 2 ou 3, mais c'est des jeunes qui
qui s'essayent parce qu'on voulait que les industriels, un industriel de grande taille puisse faire cela. Mais jusqu'à présent, c'est pas encore voilà, fait au niveau du privé. Et nous aussi, en tant qu'État, on essaie de dénicher, voilà, de donner l'information, etc. et d'aider à ce que les gens puissent s'installer de manière économiquement viable, quoi. Maintenant, si la stratégie à mettre en place sur le lissage, je pense que c'est la question de Mbok. Par exemple, comment faire de sorte qu'on puisse produire de janvier à décembre? Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des questions de variété au niveau des semences qui se posent, parce que souvent les produits agricoles, la majeure partie, les gens jusqu'à présent n'arrivent pas à produire en période d'hivernage. Ça, c'est des questions agronomiques qui nous donnent. Même si au niveau de la recherche, il y a des résultats qui indiquent que voilà, ils ont des variétés adaptées à l'hivernage, mais qui sont jusqu'à présent pas accessibles au niveau des petits producteurs. Ça, c'est la question de la semence. L'autre chose, quelqu'un a parlé de planification par zone, et c'est excellent, cette proposition-là. Pas plus tard qu'hier, on discutait de cela, parce que vous prenez les zones de production, si je me réfère à l'oignon, c'est pratiquement au début, les zones traditionnelles, c'était le Fouta, le Walo, la zone des Niayes. Fouta, la grande zone de Podor, vous êtes descendu sur le Walo, Dagana, etc. et la zone de Niayes. Mais aujourd'hui, nous avons de nouvelles zones émergentes qui font d'excellents oignons. Il a parlé de Fatick avec Toubacouta, nous avons de l'oignon. Vous avez à Sandiara, vous avez de l'oignon. Vous avez ici du côté de Kamangeko. Donc, il y a d'autres, notamment à Mont-Roland, à Dias. Donc, et ça, c'est des agro-industries qui s'installent et qui font beaucoup d'oignons. L'autre problème, c'est les capacités de stockage. Si on n'arrive pas à régler le problème de la semence adaptée, la classification par zone, parce que souvent avec la température, c'est Podor qui est arrivé en premier sur le marché, après la zone de Walo et la zone des Niayes. Mais il y a un phénomène qui se développe au niveau des agriculteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on parle d'agriculture familiale, mais souvent j'ai l'habitude de dire que maintenant, pratiquement tous, c'est des agro-business parce qu'ils produisent pour un marché. La zone des Niayes, la grande zone des Niayes, ils vous disent, OK, c'est vrai que c'est la zone des vallées qui devait arriver au mois de janvier, février, mais moi aussi, je veux faire deux cultures ou bien deux campagnes dans la période. Ils viennent au même moment avec la zone vallée et après font une autre campagne. Donc, dans l'année, ils peuvent vous faire deux récoltes. Par contre, Podor ne peut pas faire deux récoltes dans l'année. Donc, nous avons ces difficultés-là au niveau de la production et ça m'amène à parler un peu de la planification dans la production, les statistiques de production, les données, etc. C'est exact, parce qu'au Sénégal, le Sénégal n'a pas encore cette politique de ce qu'on appelle de déclaration de production. Ça, on ne l'a pas. Les gens, chaque producteur est dans son coin, produit, et ne s'intéresse même pas à ce qui se passe au marché. Et je pense que Gay a posé la question, la taille du marché par rapport à l'oignon. Il dit, un producteur sinon n'arrive pas à répondre. Il a raison. N'arrive pas à répondre. Et même par rapport au clandé, parce que d'année en année, souvent, c'est les mêmes problèmes qui arrivent, c'est les mêmes difficultés. Moi, en tant que producteur, moi, je pense qu'il y a quand même des efforts personnels que le producteur peut faire, disant que, bon, de telle période à telle période, le marché n'est pas bon. Moi, j'essaie d'éviter cette période-là et de m'aligner à une autre période. Et c'est ce qu'on a fait avec certains agrobusiness comme Sénégal. Le Sénégal, pour le moment, je pense que même si on peut avoir d'autres agrobusiness comme Sénégal, le Sénégal devrait être preneur parce qu'on continue jusqu'à présent à importer de la pomme de terre, on continue à importer de l'oignon. Donc, le défi de la production est encore là. Donc, mais ce qu'on a fait avec Sénégal, c'est lui dire, les petits producteurs n'ont pas les capacités de récolter et de stocker d'attendre. Parce que le stockage, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça demande beaucoup d'efforts financiers, beaucoup d'efforts techniques.
qui, véritablement, les producteurs n'ont pas. Donc, vous, en tant qu'industriel, vous êtes dans l'obligation, certes, il y a la régulation qui est là, vous profitez d'un marché, il faut investir dans les infrastructures. Parce que là où il est en banne, il est contraint par le climat. Parce que produire de la pomme de terre dans la zone de Kermomarsar, je pense que Guy connaît bien la zone, il fait extrêmement chaud. Si vous ne faites pas les récoltes entre janvier et février, au mois de mars, la pomme de terre va prendre chaleur, donc c'est pratiquement impossible de stocker cette pomme de terre-là. Donc, il faut récolter la pomme de terre en fraîcheur, mettre dans les chambres froides et après différer la commercialisation. Et c'est exactement ce qui a été fait avec lui. Il a investi dans les chambres froides pour après stocker et différer sa commercialisation. Les questions de coût vont revenir. Je pense qu'il y a quelqu'un l'a posé sur le coût du stockage et après, voilà, comment est-ce que ça va être répercuté chez le commerce, c'est le consommateur. Il a raison. Il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là pour véritablement estimer un peu le stockage, le coût. Et sur la base des résultats avec les techniciens, on est entre 0,5, les produits frais, hein, stockage sous température contrôlée. C'est entre 0,5 francs et 1 franc. Les moins compétitifs, ils sont à 1 franc par kilo et par jour. On travaille sur ça et après, il y a ce qu'on appelle un prix sortie chambre froide. Vous avez raison, c'est extrêmement cher si véritablement le produit dure plus longtemps dans la chambre froide. Et la première année, deuxième année, troisième année d'expérience a fait que même Sénégal a été obligé de faire un réajustement avec le solaire. Ils ont installé une mini-centrale au niveau de Mban et ça a permis quand même de baisser pratiquement de 30% les coûts au niveau de stockage. On est en train de faire la même chose, nous, en tant qu'avec nos projets au niveau du ministère des chambres. Parce que là, on est en train de mettre une chambre froide à Sangalkam et à Fass-Boye. Mais on prévoit de mettre le solaire pour qu'on puisse supporter. Parce que c'est vrai, on doit aider le producteur, quelqu'un l'a dit, pour véritablement aider ce producteur-là à vivre de son métier, créer de la richesse, permettre à ce producteur-là véritablement de vivre sainement de sa production, tout en permettant aussi aux consommateurs d'accéder aux produits de qualité, en termes de qualité et en termes de prix. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons à ce niveau-là. L'autre chose aussi, je pense que sur le comportement du consommateur par rapport au riz, voilà, je pense que ça se fait. Peut-être ça, ce n'est pas une étude partagée avec tout le monde, mais je donne juste un exemple. M. Gay, par exemple, parce qu'au début, je pense que si vous prenez 5 ans ou 7 ans auparavant, le riz local avait d'énormes difficultés à être vendu sur le marché local. Un travail a été fait au niveau avec le CIRIS. Le CIRIS, c'est le comité interprofession riz, et aussi les acteurs de l'industrie, parce qu'il y avait beaucoup d'unités, de petites unités qui faisaient du riz, mais véritablement n'étaient pas du riz de qualité. Des unités beaucoup plus modernes ont été installées dans la zone de la vallée et véritablement ont permis d'avoir des riz d'excellente qualité en termes de présentation qualité. Maintenant, l'autre point aussi, c'était par rapport, par exemple, vous savez, le Sénégal, surtout les familles sénégalaises, c'est des grandes familles. On a des retours, ils vous disent, ça je dis ça en Wolof, je ne sais pas si les gens vont me comprendre, Kébé Sakanoul. Je ne sais pas, Sakanoul, moi, c'était la première fois que je comprends la capacité de gonflement du riz. Et c'était depuis là, la semence. Après, ils vous disent, ça nécessite beaucoup plus d'huile. Dafa bëgg ndox, dafa bëgg diwlin. Donc, il faut mettre beaucoup d'huile, en plus sakanoul. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes de grandes familles, c'est 5 kilos par jour. Donc, on a besoin de kep pour ça. Et ces informations-là, on les répercute au niveau de la recherche et les gens nous expliquent. Pourquoi? Parce qu'il y a des variétés qui sont comme ça. Quand vous mettez ça dans la marmite, il y a cette capacité de gonflement qui fait que vous avez l'impression que le volume va augmenter, etc., etc. Mais en termes de rendement, ce n'était pas des variétés très rentables. Raison pour laquelle les producteurs n'utilisaient pas cette semence-là.
L'autre point, c'était par rapport au riz parfumé. Les Sénégalais aiment le riz parfumé. Mais il y a des variétés au niveau de la vallée qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que le riz parfumé. Donc, c'est des questions que nous traitons en interne, que nous partageons avec les collègues du ministère de l'Agriculture. Et d'année en année, les gens aussi essaient de renforcer cela. Présentement, le problème que nous avons, c'est que ce sont les consommateurs qui demandent le riz local, mais qui n'arrivent pas à avoir le riz local. Donc, il y a encore des difficultés au niveau de l'offre par rapport à ces riz-là. Donc, je pense que c'est des questions avec nos collègues de l'agriculture qu'il faudra qu'on. C'est beaucoup de questions hein, sur les invendus, sur la banane, les stockages, manutention, voilà. Spécialisé, pardon, je pense que j'en ai parlé. Le problème de l'énergie, j'en ai parlé. Est-ce que les stockages, oui. Et voilà. Sur la chaîne de valeur aussi, toutes les activités qui amènent de la valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, M. Gay, de la fourche à la fourchette. Je n'ai pas eu prêt le temps de développer, mais pour chaque stade, il y a des activités vitalement qui donnent de la valeur à ce. Par exemple, l'oignon. Aujourd'hui, il y a une usine d'oignon qui fait de l'oignon transformé, l'oignon en poudre. Ça fait pratiquement 10 ans. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur ce projet-là, mais le projet s'est installé à Rosbecchio. Saf Ingrenier, il s'appelle Saf Ingrenier. Collecte de l'oignon, il fait de la poudre parce que on importe aussi de la poudre d'oignon, surtout les industries qui font les bouillons avec Patisen. Je pense qu'il y a quelqu'un de Patisen dans le groupe. Vous avez Sénico, vous avez, voilà, Nestlé, etc., qui importaient ce bouillon. Maintenant, cette unité s'est installée au Sénégal pour faire de la poudre d'oignon. D'autres unités prêtes vont s'installer. La patate douce. Vous avez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et il a raison, mettre des unités au Sénégal pour transformer cette patate douce en biscuit. Parce que vous avez dans le Wallo à Richard-Toll, à chaque fois que je m'arrête, j'achète des biscuits qui nous viennent de la Mauritanie. Et la patate pourtant est produite dans la zone du Sénégal qui traverse la frontière, elle est transformée, elle revient pour être vendue au niveau de la zone. Donc, c'est des questions en termes d'industrialisation, etc. Bon, je suis un peu long, mais je pense que c'était les questions bon, que j'ai pu noter. Maintenant, vous allez m'excuser si j'ai sauté quelques questions, mais on aura l'occasion de revenir sur certains si le temps nous permet ou bien dans d'autres webinaires. Oui, Biram? M. Semen, je pense que tu as quand même touché à quasiment toutes les questions hein, et les réponses sont très, très pertinentes. Et pour faire ma transition, d'ailleurs, j'allais évoquer le point sur lequel tu as conclu. En réalité, nous avons un défi un défi de production. C'est ça la vérité. C'est-à-dire un pays qui n'est pas industrialisé, son agriculture ne peut pas se développer. Ça, c'est impossible parce que tu ne peux pas produire et distribuer directement alors qu'il n'y a pas de transformation derrière. Tu ne crées pas de valeur ajoutée. Tout est importé finalement. Donc, ça dit on a déjà biaisé la chaîne en soi. Donc, ce défi de la production qui aiderait aujourd'hui les producteurs à assurer une certaine pénétration de leurs produits dans le marché n'est pas assuré. Donc, c'est ça un peu qui nous rattrape. Maintenant, pour lancer les débats, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je dois quand même laisser la parole aux différents participants qui peuvent écrire dans le chat pour demander à prendre la parole. Comme ça, je vais les interroger directement. Je commencerai par Madame Hafissatou Niass. Je rappelle que Madame Hafissatou Niass, elle est parmi les cadres au niveau du pivot, donc qui fait partie aussi des maillons de la chaîne et qui aujourd'hui gère la partie manutention et qui intervient, si vous voulez, dans le transport, qui est aussi en contact avec ses producteurs. Madame Patricia Nias, si vous êtes en ligne, on vous laisse la parole. Bon, il y a Grégoire aussi qui a posé une question sur l'unité frigorifique d'Amban, de PAL, mais pas entretenue et ne sert pas aux producteurs dans la zone. OK, OK. Est-ce qu'il est en ligne, Grégoire? Grégoire, tu es en ligne?
Bon, je peux répondre à cette question-là. C'est Vas-y, vrai que vas-y. ça fait partie des erreurs de construction au niveau de l'État. Parce que cette unité-là, je l'ai visitée, mais en termes de consommation énergétique, c'est extrêmement coûteux pour être utilisé par les petits producteurs où déjà ils ont des difficultés au niveau de la production à utiliser cette unité-là. Maintenant, ce qui se fait souvent, c'est des agro-business qui sont dans l'exportation de melons, de maïs doux, etc., qui utilisent l'unité. Mais ce n'est pas les petits producteurs qui... Ça, quand même, ça fait partie des... Bon, je ne veux pas dire échecs, mais des erreurs de construction au niveau du... Merci beaucoup. OK, merci, merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole? Je pense que Euh, Khadija Ignace est en ligne, hein? Elle qui demandait à prendre la parole. Khadija, si vous êtes en ligne, on vous laisse la parole et on retourne la question aux animateurs. Vas-y. Bon, Oui, appelez, en attendant que, vas-y. en attendant que Afi vienne, je voudrais juste compléter encore, M. Sembène, hein, parce qu'il a parlé d'un point important, c'est l'information. D'abord, c'est Boumi qui a dit l'information. L'information des producteurs, la taille du marché et autres. Je voudrais juste le rappeler et informer Boumi qu'il y a des applications, il y a des jeunes Sénégalais qui ont lancé des applications. Par exemple, Mlouma. Mlouma, c'est une application sur Android, iPhone, une version web et aussi une version USSD. Ça veut dire même si tu as un téléphone simple, tu peux l'utiliser. Donc, ça te permet de connaître les prix du marché au jour le jour. Les prix du marché au jour le jour. Donc, et ce n'est pas la seule application au Sénégal. Il y en a plein qui existent. Et, je vous rassure, hein, les producteurs, ils se débrouillent. Parce que malheureusement, l'agriculture n'a pas été traitée par les différents gouvernements qui se sont succédés de façon optimum. Donc, les gens se sont débrouillés. Ce sont des initiatives privées qui se sont débrouillées pour tirer les choses vers l'avant. Je prends l'exemple de Fraise Sen, des Sénégalais qui produisent de la fraise et qui ont démocratisé la production de la fraise au Sénégal. C'est une initiative privée. Ainsi de suite. Si on prend si on reparle encore de mes chères pommes de terre, moi j'adore les pommes de terre. Ce sont les initiatives privées qui nous ont permis de diminuer notre dépendance par rapport aux Pays-Bas en ce qui concerne les pommes de terre. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est la sincérité des informations qui sont données par les producteurs. Et là c'est vraiment un carton jaune ou carton rouge que je lance à l'État. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais à une réunion avec la DCI, Direction du commerce intérieur, où c'était en 2015-2016, il y avait la crise par rapport aux importations d'huile raffinée. Et on ne comprenait pas pourquoi la Sonacos ne parvenait pas à produire de l'huile à un prix acceptable. Et le représentant de Suneor, qui était ce jour-là, nous avait fait une présentation en disant que oui, même Apparemment, on vous a perdu là. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Je vois iPhone, hein, qui ne sait C'est pas moi, encore. désolé, c'était moi. OK. C'est Afisatou. Afisatou, oui, allez-y, Afisatou. On vous laisse la parole. Oui, bonjour, Président. Désolé, j'avais quelques soucis avec mon micro. Ouais. Déjà, hein, je tenais à vous remercier, remercier Sénégal Supply Chain pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger par rapport à cette problématique de la production agricole et également de comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser un peu à ce niveau. Moi, je voulais juste intervenir
sur les aspects liés à l'oignon, liés à la pomme de terre, à la carotte, parce que c'est des points qui nous concernent directement au niveau de DP Wood. Moi, je vois par exemple que l'ARM fait beaucoup d'efforts en termes de régulation du marché, mais derrière, nous voyons que sur l'importation, on a des quotas qui sont affectés à des opérateurs économiques sénégalais, mais ça n'empêche pas que sur les quotas qui sont importés, nous avons une partie des conteneurs importés qui finissent à la destruction. Là, au moment où je vous parle, j'ai une trentaine de conteneurs, par exemple, qui vont être détruits. C'est des conteneurs d'oignons, une trentaine, 32, je pense, 35 conteneurs qui vont finir à la destruction. Au même moment, nous avons une dizaine de conteneurs de carottes également qui vont finir à la destruction. Tandis qu'au même moment, moi, je me dis, si nous disons que la production locale ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché et qu'on doit recourir à l'importation, ça veut dire que derrière cette importation également, nous devons pouvoir un contrôle dessus afin que les objectifs qui sont fixés en amont, qu'on puisse faire le suivi jusqu'à ce que ces produits importés également puissent combler le gap qui avait initialement été signalé sur la production locale. Mais si nous voyons qu'une partie qui n'est pas négligeable, hein, une partie de ces produits qui sont importés ne sont pas en réalité en train de satisfaire les besoins, moi, ça me pose un réel problème. Et c'est pour ça, en fait, que j'aimerais savoir avec M. Semben, je ne sais pas si c'est le même Semben que nous avons au niveau de l'ARM, ce Semben-là, c'est lui-même. Bonjour Semben. Si Semben, après que les conteneurs aient été débarqués à Dakar, est-ce qu'il y a un suivi qui se fait a posteriori pour garantir réellement que ces conteneurs-là puissent arriver sur le marché? Parce qu'il y a il y a une problématique qui est en train de se poser à ce niveau-là. Et il serait intéressant quand même de nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça. Ça, c'est d'un. De deux, une autre question pour Semben, c'est par rapport à la qualité de la pomme de terre et même de l'oignon qui sont importés. Nous, on se rend compte que d'année en année, on a une production, on a une marchandise qui nous arrive à Dakar, mais qui est très difficile à conserver. Très difficile à conserver. Moi, il m'arrive d'acheter un sac, 2 sacs d'oignons ou de pommes de terre, mais tu les gardes chez toi, mais ça pourrit très vite. Ça pourrit très vite. Est-ce qu'au moment de fixer de la les pomme de terre quotas, importée ou locale? importée, je parle de la pomme de terre importée. Est-ce qu'au moment d'attribuer des quotas, est-ce qu'il y a des objectifs, est-ce qu'il y a des KPIs que nous fixons également à ces importateurs-là pour nous garantir que l'oignon ou bien la pomme de terre, la carotte qui sont débarquées à Dakar soient vraiment d'une bonne qualité? Ça, c'est la mère de famille qui parle, c'est la femme qui parle et qui aimerait vraiment qu'à ce niveau-là, qu'on nous dise également qu'est-ce qui est en train d'être fait. Dans nos familles aussi, après on en a parlé tout à l'heure, de plus en plus, nous avons recours aux surgelés. Ces surgelés-là, est-ce qu'il est possible aussi localement d'aider les producteurs afin que qu'on aille sur une production également sur une mise à la consommation de pommes de terre surgelées au lieu de devoir recourir à l'importation dans ce cadre-là. Parce que je sais qu'une bonne partie de la production locale, elle finit à la destruction. Et ça, c'est assez dommageable quand même pour nos producteurs locaux. Merci à tout le monde. Merci, Hafissatou, pour la pertinence des questions et des contributions. Donc maintenant, nous avons quasiment fini le timing, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'on devait arrêter à 13h30. Donc, ce que je vais faire, je retourne la parole aux différents animateurs s'ils ont quelque chose à rajouter. Président, moi, j'ai juste une question pour M. Semben. Alors, M. Semben, l'État du Sénégal a décidé d'impliquer l'armée dans cette campagne agricole
pour apporter son expertise logistique. Vous, en tant que, disons, participant à cette campagne, ou en tout cas représentant l'État au niveau de ce webinaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'armée, sa contribution sur le plan logistique peut permettre de pouvoir résolver toutes les difficultés logistiques qui sont liées à la campagne agricole? Merci. Merci Thierno. Je rappelle que Thierno Diallo, c'est le secrétaire général de l'association Sénégal Supply Chain. Et Thierno, par la même occasion, j'en profite pour informer en tout cas tous les participants à ce panel que nous organiserons régulièrement des thèmes de forums du genre où nous allons discuter de sujets de l'heure, le transport, la sécurité routière, la congestion portuaire, le transport aérien, le ferroviaire, comment créer une intermodalité entre les différentes zones économiques, zones géographiques pour assurer le déplacement des personnes et des biens, comment rendre le Sénégal compétitif face aux enjeux à l'international. Donc là, je donne quelques éléments de piste. Les enjeux qui sont liés au pétrole et au gaz, d'ailleurs, c'est le thème qui va suivre très prochainement. On va le lancer, c'est-à-dire quelle stratégie, quelle opportunité pour les entreprises sénégalaises dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous allons très bientôt lancer ça. Il y a d'autres questions qui nous ont été soumises. N'hésitez pas, en tant que membre, en tant que sympathisant, vous pouvez nous écrire. Thierno va mettre l'adresse de l'association au niveau de notre chat, l'adresse mail. En même temps, il mettra le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter. Comme ça, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, vous pouvez le mettre directement. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, nous faisons aussi beaucoup de formations, des formations qui, évidemment, seront gratuites pour les membres de l'association et payantes pour les non-membres. Donc, là aussi, vous pouvez nous contacter à travers ces adresses pour être membre de l'association. Et troisième point, si vous êtes expert dans un domaine bien précis et que vous pensez pouvoir participer à nos forums, sachez que c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez sénégalais ou non sénégalais. Ce qui nous intéresse dans l'association, c'est le partage de l'expertise, en fait, de l'expertise qui pourra servir à toute la communauté nationale comme internationale. Donc, nous sommes très ouverts à toutes les suggestions et recommandations. Donc maintenant, je vais retourner la parole aux différents animateurs pour qu'ils puissent répondre éventuellement et donner leur mot de fin avant qu'on lève la séance parce que nous avons déjà bouclé la durée d'1h30. La parole à qui veut la prendre, c'est Merci, merci Biran. Peut-être juste une minute, remercier Afsatou des questions. Mais je pense que moi, il faudra, ça c'est peut-être c'est l'administration du commerce qui parle, qu'on puisse avoir aussi un thème, c'est véritablement les activités du port. Comment véritablement les produits sont traités, surtout le cas de DP World, je ne sais pas, Nafi, Hafsatou, les conteneurs qui sont détruits, pourquoi, c'est des problèmes de paiement, c'est des problèmes avec le fournisseur, peut-être ça n'a pas donné les détails, parce qu'on reçoit beaucoup de retours sur les frais au niveau du port. Et ça renchérit les prix au niveau des consommateurs. Je pense que ce serait important de faire un thème sur ça. C'est la qualité de l'oignon. Elle a raison sur la qualité de l'oignon, de pommes de terre ou de la carotte importée. Parce que souvent, on se base, parce qu'il y a ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle entre les services avec la délivrance des certificats phyto. Parce que le produit arrive avec un certificat phytosanitaire qui est reconnu par la direction de la DPV ici au Sénégal, qui aussi délivre un certificat phyto avant même la DIPA pour le dédouanement. Donc, ce travail-là se fait entre les administrations. Bon, puisque je n'ai pas par rapport aussi le suivi, comme elle a dit, est-ce qu'il y a un suivi des conteneurs qui sont faits? Donc, nous, on essaie de calculer le gap à importer et sur la base des parts de marché de chaque commerçant, on donne les quotas. Maintenant, les relations privées entre l'importateur et son fournisseur et peut-être le transport, on n'a pas beaucoup d'emprise à ce niveau-là. Ce qu'on fait, c'est peut-être à la fin
de la campagne, comme là, peut-être d'ici mois de juillet ou septembre, on va ouvrir, on demande à la douane de nous donner toutes les statistiques qui ont été effectuées sur la période et on fait des comparaisons pour chaque commerçant. La douane aussi a un autre travail de vérification avec les enquêtes douanières. Donc, cet exercice-là, nous le faisons. Maintenant, avec Hafsatou, ce serait bien qu'on puisse approfondir cette question-là. Pourquoi ces conteneurs-là sont en souffrance à leur niveau jusqu'à être détruits. Sur le surgelé aussi et la région, je pense que pour le moment, il n'y a pas encore une régulation sur le surgelé, parce que le gouvernement a aussi dit que tant qu'il n'y a pas de production locale capable de prendre en charge les besoins pendant au moins 2 mois, ça va être compliqué de fermer la frontière ou de prendre des mesures de régulation. Parce que vous savez, avec nos relations au niveau OMC, IOMOA, CEDEAO, ceci, ça. La dernière question, c'est la question de l'implication de l'armée dans je pense que c'est dans la campagne. C'est la distribution des semences, des intrants, etc. Je pense que le gouvernement, l'objectif, c'est avoir une traçabilité des quantités ou bien voilà, des subventions qui sont allouées à l'agriculture. Parce que souvent, les producteurs disent, voilà, l'État a mis 100 milliards, ça n'arrive pas aux petits producteurs. Je pense que l'implication de l'armée, et ça existait, hein, je dois dire qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un bureau logistique qui est dirigé par un colonel de l'armée. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais peut-être ça va être renforcé dans cette campagne-là et aider le gouvernement parce que je pense que même ils ont parlé même de digitalisation, de remontée. Et ça, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça va nous permettre d'avoir aussi des remontées sur les quantités ou bien les surfaces qui seront emblâmées. Voilà, peut-être les quelques questions. Remercier tout le monde. Voilà, félicitations aussi à Mbodj, hein, c'est pas évident. Mais je dois dire que vous m'avez eu hein, aujourd'hui parce que Mbodj, parce que j'avais vu quatre panélistes. Mais toutes les questions, c'est bien quoi. Donc, mais je suis très content. Ça m'a permis d'aller au fond. Bon, espérant que voilà, ça a servi à quelque chose. On apprend toujours, comme vous dites. Et espérant que voilà, dans d'autres débats, voilà, on aura l'occasion aussi de participer. En tout cas, merci à tous. C'est nous qui te remercions. Hein. Vraiment, tu as été à la hauteur, très sincèrement. Et l'analyse et les contributions apportées nous ont permis, en tout cas moi personnellement de comprendre pas mal de problématiques qui n'étaient pas aussi simples qu'on pouvait l'imaginer. Et il est évident que nous qui sommes dans la logistique et dans la supply chain, je vois que nous avons vraiment du pain sur la planche. Et nous devons donc approfondir la question, évidemment, pour apporter des contributions pertinentes. Hafsatou, tu peux répondre rapidement et donner ton point de vue par rapport à ce problème aujourd'hui qui est de sortie de produits et autres. Bien sûr, Mbodj. Et merci à vous. Merci aussi à Saint-Ben. Hein. J'avoue qu'on travaille régulièrement avec l'ARM dans le cadre des campagnes d'importation d'oignons, de carottes et de pommes de terre et que sa collaboration aide beaucoup à améliorer un peu la prise en charge. Maintenant, sur les lots qui sont importés et qui finissent en souffrance dans le terminal, il faut dire que très souvent, à la base, on se rend compte qu'entre le fournisseur et le destinataire, le contrat de vente n'est même pas bouclé en réalité. De sorte que les BL originaux ne sont pas encore à la disposition du destinataire qui est à Dakar, qui ne peut en conséquence pas faire ses formalités ni au niveau de la ligne maritime, ni au niveau de DP World. Ça, c'est un point de blocage majeur auquel les clients sont confrontés très souvent et qui fait que la marchandise dure au niveau du terminal. L'autre point, c'est quoi? C'est un client qui importe la marchandise parce qu'on sait que le frigo, il est sensible. La marchandise commence à durer dans le terminal tandis qu'il n'a pas encore finalisé ses formalités d'enlèvement et les coûts s'étant accumulés, finalement, il n'est même plus en mesure d'enlever sa marchandise. Et sur ce point, il a parfaitement raison. La question des coûts, il est intéressant de l'aborder avec les différents intervenants logistiques. Et là, je veux nommer les lignes maritimes, les manutentionnaires, etc., etc. Mais encore faudrait-il également que les clients prennent les devants pour garantir que
toute marchandise qui est importée, qui soit également en mesure, et je veux dire financièrement, de les faire sortir du port. Mais on ne peut pas importer de la marchandise et attendre que la marchandise soit à Dakar pour être là à aller à gauche et à droite, essayer de voir comment faire pour prendre en charge les coûts portuaires. Et ça, au fil de l'eau, c'est ça qui fait que très souvent, c'est une marchandise qui demeure dans le terminal et finit en abandon. Tandis que initialement, c'était pour un objectif bien clair qui était de combler le déficit que nous avions sur la production locale. Et je pense, hein, il a raison de dire que la problématique doit être adressée de manière inclusive avec les différents acteurs pour essayer d'y apporter une solution. De toute façon, de notre côté, nous restons très ouverts à cette démarche-là, comme nous l'avons toujours fait, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour minimiser les temps de séjour de ces conteneurs dans le terminal et garantir également que le producteur local ne soit pas lésé par une importation qui, à terme, ne sert pas au marché. Merci à vous. Merci, Hafizzatou. Très pertinent. Merci, Nafissatou. Merci beaucoup, c'est clair. Merci, c'est très clair. Donc, je donne à Apollinaire votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci, Biram. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse remercier M. Sembène. Il a été très, très clair. Et la majorité des points qui ont été soulevés, je pense qu'il a adressé les réponses pertinentes. Remercier aussi tous les autres participants pour les questions qui ont été posées dans le chat. Voilà. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut finir en une seule séance. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que la nouvelle équipe en place va savoir tirer profit de ce genre d'initiative, en fait, parce que c'est surtout pour eux, hein, ce genre d'initiative qui va nous permettre d'avancer, de faire émerger notre pays. Merci à tous. OK. Pour aborder d'ailleurs dans le même sens, Apollinaire, que je remercie de passage pour toutes vos contributions. Au niveau de l'association, ce que nous avons initié, c'est que tous les débats que nous faisons, que ce soit dans nos forums au niveau du grand groupe WhatsApp Sénégal Supply Chain, que ce soit au niveau des webinaires, tout ça, normalement, c'est consigné par écrit. Cela veut dire que nous allons présenter la situation globale, les problèmes auxquels nous sommes confrontés par rapport à la question qui est traitée. Ça peut être l'agriculture aujourd'hui, demain, ça peut être la sécurité routière. Et troisièmement, quels sont, si vous voulez, les impacts et les conséquences de façon générale. Et quatrièmement, quelles sont les perspectives de solution. Ça, nous allons le consigner dans un document écrit et nous allons l'adresser à qui de droit. Donc, quand je dis qui de droit, il y a déjà différents ministères qui sont concernés, donc l'autorité publique. Et quand nous allons leur adresser cela, ce sera une contribution de l'association Sénégal Supply Chain à travers ses experts et on leur dira, nous, quel est notre point de vue par rapport à la question et voici notre contribution. Parce que la contribution, elle doit être écrite, c'est important, pour quand même donner plus de consistance et faciliter à l'autorité publique la compréhension des idées que nous avons évoquées. Donc, ça, je pense que nous avons déjà démarré cette démarche-là, déjà avec la sécurité routière sur laquelle nous avons déjà travaillé. Et ça va continuer petit à petit. Chacun d'entre nous, pour moi, doit apporter sa contribution pour rendre vraiment notre pays compétitif, hein, en haut du podium, parce que c'est pas agréable à dire, mais on en a assez d'être parmi les derniers, quoi. On en a assez, vraiment, il faut qu'on sorte du lot et qu'on soit vraiment un vrai pays émergent et que tous ces tares-là soient corrigés. Et à mon avis, c'est pas seulement l'État qui est responsable, mais nous, professionnels et spécialistes du domaine, nous avons notre part de responsabilité parce que nous devons aussi analyser la situation, donner nos contributions et faire ce que nous avons à faire et jouer sur les leviers permettant de faire de sorte que l'autorité publique puisse prendre en compte les différentes contributions qui ont été données parce que c'est dans l'intérêt de tous. Je donne la parole à Boumi s'il est en ligne parce que je sais qu'il est en voyage. S'il nous reçoit, il donne son mot de fin. Ce n'est pas évident pour M. Boumi. Apparemment, il s'est déconnecté parce que, comme j'avais dit, il devait voyager, mais nous avions tenu quand même à le compter parmi nos invités.
Nous remercions donc encore une fois tous les participants, M. Boumiguey, qui est expert en supply chain et qui est directeur supply chain au niveau de Sobora, qui a eu à participer et à animer ce séminaire qui est, ou bien ce forum qui est très intéressant sur la logistique dans le domaine agroalimentaire. Nous remercions M. Apollinaire aussi en tant qu'opérateur économique, en tant qu'acteur de la chaîne logistique qui a eu encore, en tout cas, à participer dans la distribution, dans l'exportation des produits agroalimentaires depuis plus de 20 ans. Et nous remercions aussi M. Semben. Chapeau à M. Semben, nous vous remercions parce que déjà, je sais que vous êtes très, très occupé par rapport à votre agenda, mais vous avez accordé de l'intérêt à ce thème. Et je pense que tous les participants ont tiré profit, en tout cas, de l'analyse et des contributions que vous aviez faites. Et nous espérons que dans d'autres séances, nous ne manquerons pas, en tout cas, de vous inviter pour approfondir la question. Et je rappelle que M. Semben, il est expert, il est consultant, il est dans le domaine agroalimentaire en tant qu'expert au niveau de l'État. Et il est très en contact aujourd'hui avec ces différents producteurs. Et les remontées qu'il est en train de faire en termes d'information montrent à quel point, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il est très à l'aise, il maîtrise bien. Bon, nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué, notamment Hafissatou, avec la contribution qu'il a faite déjà par rapport au blocage que nous rencontrons à Dipivo, au port de Dakar, de façon générale, avec ces importateurs peut-être qui n'ont pas fini leur formalité. Et je pense que nous ne manquerons pas de traiter un sujet sur la problématique au port, sur la gestion et l'optimisation des coûts logistiques, n'est-ce pas, sur la fluidité au niveau du port. Il y a pas mal de questions sur lesquelles nous ne manquerons pas, en tout cas, de débattre. Donc, encore une fois, je demande à peut-être Tierno, si tu es en ligne, n'oublie pas d'envoyer dans le chat juste l'email de l'association et le numéro. Ça permettra aux différents participants de pouvoir nous contacter, soit via ces adresses ou bien nous contacter directement. Et ça leur permettra peut-être de proposer d'autres thématiques. Oui, parce que vous pouvez proposer vous aussi. C'est toujours, nous sommes toujours ouverts, que ce soit des forums ou bien des thématiques de formation qui seront publiées très prochainement. Ou bien si vous êtes expert dans un domaine et que vous pensez pouvoir apporter votre contribution dans l'animation des panels, n'hésitez pas aussi à vous signaler. Ça nous fera plaisir de vous compter parmi nos consultants. Bon, je remercie donc tous ceux qui ont eu à prendre part à ce forum. Et nous vous disons à très bientôt. Et Sénégal Supply Chain vous remercie à travers le comité directeur pour votre brillante participation. OK, je vous souhaite un excellent week-end et passez une très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci, Biran. Merci à tout le monde. Merci Excellent à tout le week-end. monde. Merci à vous. Bon Merci week-end. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Merci à tous. Merci et bon week-end. D'accord. Donc, président, je pense qu'on peut lever la séance. Oui, tu peux. OK. Ouais. D'accord. Ciao, ciao. Bon week-end. Ok, merci.